Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. La conférence nationale virtuelle sur la leucémie. Cette conférence unique en son genre répond aux besoins particuliers de la communauté des cancers du sang et offre des informations, outils et ressources à jour pour aider les personnes touchées par la leucémie et leurs familles. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. La web diffusion d'aujourd'hui s'intitule « Comprendre la leucémie lymphoblastique aiguë », elle est là. Dr. Désilet Corriveau discutera des options de traitement et de ce que vous pouvez faire pour minimiser l'impact et les effets secondaires du traitement. Excusez-moi, diapositive 2, je m'excuse. Donc, Dr. Désilet Corriveau discutera des options de traitement et de ce que vous pouvez faire pour minimiser l'impact et les effets secondaires du traitement dans la leucémie lymphoïde aiguë. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Jennifer Héroux-Bourduas. Je suis la responsable des services à la communauté pour l'Est du Québec à la Société de leucémie lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et de réponses à la fin. Puisque vous êtes très nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que notre conférencier ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Les questions spécifiques ne seront pas lues à voix haute pendant la période des questions et réponses. Si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Prochaine diapo. Pour ceux et celles qui nous connaissent peut-être moins, la mission de la Société leucémie lymphome du Canada est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. Si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez parler à un de nos responsables des services à la communauté dans votre région et recevoir une aide personnalisée pour trouver des réponses à vos questions ou des moyens de répondre à vos préoccupations. Les responsables des services à la communauté sont là pour vous aider. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns des services que nous offrons et qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapo. Nous vous invitons à visiter notre site Internet cancerdusang.ca. Notre objectif est de mieux servir la communauté et d'offrir une expérience améliorée. Sur notre site, vous trouverez tous les enregistrements de nos web-diffusions passées, notre chaîne de balado, des fiches d'information, des outils pratiques pour vous aider à naviguer dans l'expérience du cancer du sang et bien plus encore. Prochaine diapo. Abonnez-vous et écoutez notre chaîne de balado Parlons des cancers du sang, contenant une variété de balados pour votre écoute. Vous y trouverez des témoignages de personnes touchées par le cancer du sang et des présentations d'experts sur différents sujets. Vous pouvez trouver notre chaîne de balado Parlons des cancers du sang sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous aimez écouter vos balados préférés. Prochaine diapo. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Dr. Stéphanie Désilet Corriveau. Dr. Désilet Corriveau est hémato-oncologue au CHU de Sherbrooke avec un intérêt pour les leucémies aiguës, les lymphomes et les syndromes myélodysplasiques. Elle a fait ses études de médecine à l'Université d'Ottawa et a complété sa résidence de médecine interne puis sa surspécialité en hématologie et en oncologie à l'Université de Sherbrooke. Dr. Désilet Corriveau a fait son fellowship à Lyon, où elle s'est spécialisée en autogreffe de cellules souches et en leucémie aiguë. La parole est à vous, Dr. Désilet Corriveau. Merci beaucoup. Donc, je voudrais premièrement remercier aux organisateurs de m'avoir invité. Deuxièmement, je vais aussi vous dire, c'est possible que ça coupe pendant la présentation. J'ai des petits problèmes avec mon ordinateur, mais si c'est le cas, soyez patients et indulgents et je me reconnecte dans 2 secondes. Donc, aujourd'hui, en fait, le plan de la présentation, c'est vraiment de faire un survol de la LLA, de la leucémie lymphoblastique aiguë, de vous parler. Premièrement, on va discuter de la fonction normale de la moelle osseuse, donc de comprendre ça à la base, puis après ça, on va aller à la physiopathologie, la définition de la LLA, sa présentation clinique, quels sont les différents tests qui sont faits et les traitements, en fait, en première ligne, en rechute également, et quel est le suivi qui s'ensuit avec les patients qui sont atteints de LLA. Donc, si on part avec la moelle osseuse, donc on se rappelle, donc la moelle osseuse, c'est vraiment à l'intérieur des os, donc c'est différent de la moelle épinière qui est au niveau du cerveau.
Donc, la moelle osseuse, elle est surtout contenue dans la partie plutôt spongieuse de l'os. Et c'est elle qui est responsable pour de la production des cellules du sang. Donc, souvent, ce que je dis aux patients, c'est que c'est notre usine de production des cellules du sang, soit les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc, tout ça, cette production-là de sang, en fait, finalement, c'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, donc, est faite au départ de la moelle osseuse et il y a après ça, donc, les cellules souches hématopoïétiques qui, elles sont un peu comme les abeilles reines ou les reines qui, dans une ruche, qui, elles, vont donner ensuite lieu où elles vont finir par se différencier et devenir des cellules plus matures. Donc, d'un côté, on a la lignée myéloïde. La lignée myéloïde, c'est elle qui est responsable de produire les érythrocytes, c'est-à-dire les globules rouges, les thrombocytes ou les plaquettes, et tous les globules blancs par la suite, mis à part les lymphocytes. Donc, on parle des neutrophiles, par exemple, les monocytes, les éosinophiles, etc. De l'autre côté, c'est ce dont on va parler surtout aujourd'hui, on a les cellules souches plutôt lymphoïdes qui, eux, vont donner lieu aux lymphocytes de type B et aux lymphocytes de type T, qui sont responsables pour nous protéger contre certaines infections accompagnées des globules rouges. Donc, lorsqu'on a une LLA, c'est vraiment les cellules souches lymphoïdes qui sont atteintes, alors que lorsqu'on nous avons une LMA, c'est-à-dire myéloïde, c'est plutôt dans la lignée myéloïde qui est atteinte. Donc, la leucémie lymphoblastique aiguë, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que c'est les cellules souches de la lignée lymphoïde, qu'on a vu tout à l'heure dans le graphique, qui deviennent cancéreuses. Donc, c'est ce qu'on va appeler des cellules leucémiques ou des blastes. Ces cellules souches-là, lorsqu'elles sont normales, ben, c'est elles qui vont se différencier pour faire les cellules du sang. Mais lorsqu'elles sont malades, elles ne sont pas capables de se différencier. Non seulement elles restent à l'état où elles sont, donc, il y a un arrêt de maturation. Donc, les cellules souches restent là au lieu de faire des cellules plus matures. Ces cellules-là, en fait, elles vont premièrement remplacer les cellules de la moelle osseuse. Donc, ce qui va arriver, c'est que la moelle osseuse, au lieu de produire des cellules qui sont fonctionnelles, va s'occuper de produire seulement ces cellules-là. Donc, on a un remplacement des cellules normales de la moelle osseuse. Puis également, ça va s'accumuler dans la moelle osseuse, donc ça va détruire et remplacer les cellules qui produisent les cellules sanguines normales, dont les globules rouges qui sont responsables de transporter l'oxygène, les globules blancs, notre système immunitaire, puis les plaquettes qui nous permettent de coaguler ou qui permettent de cicatriser, qui empêchent les saignements. La LLA peut atteindre d'autres parties du corps autres que la moelle osseuse via la circulation sanguine. Donc, elles peuvent atteindre le foie, par exemple, la rate, les ganglions aussi, et malheureusement également le cerveau. À ce moment-là, lorsqu'elles se rendent aux différents organes, elles peuvent aller là et continuer leur croissance et se multiplier. Donc, c'est à ces moments-là qu'on va dire qu'il y a des atteintes qu'on va dire extramédulaires. Au Canada, la LLA, de toutes les leucémies, je pense que vous avez toute une série de présentations, mais la LLA va représenter seulement 5% des diagnostics de leucémie. On sait par contre qu'en 2016, il y a eu à peu près 385 nouveaux diagnostics de LLA, puis en 2017, il y a quand même eu 144 Canadiens qui sont décédés de la LLA. Donc, ça demeure malheureusement chez l'adulte une maladie qui demeure quand même très agressive et grave. Comme on disait, donc, par contre, la LLA, c'est vraiment la leucémie qu'on identifie chez les enfants. Donc, c'est elle qui est la plus fréquente. L'âge médian du diagnostic, c'est à 15 ans. 52% des nouveaux diagnostics 52% des patients avec un nouveau diagnostic ont moins de 20 ans. Et en fait, seulement que 11% des patients ont entre 20 et 40 ans. Donc, vous voyez que c'est surtout une maladie de l'enfant. Par contre, elle atteint quand même l'adulte et c'est ce sur quoi nous allons focuser aujourd'hui. La cause de la LLA n'est pas encore connue. On sait qu'il y a certains facteurs, comme par exemple l'exposition au rayonnement, des patients qui, par exemple, ont été victimes de catastrophes nucléaires. Donc, ça, on le sait que ces patients-là ont un plus grand risque de développer la LLA. Une exposition à la chimiothérapie antérieure peut augmenter également le risque. Il y a certaines maladies génétiques qui, elles, augmentent le risque de développer la LLA.
Par contre, la LLA en soi n'est pas héréditaire. Donc, quels sont les signes et symptômes? Bien, premièrement, il peut avoir de la fièvre et des sueurs nocturnes. Pourquoi? Bien, ça peut être un symptôme qu'on dit paranéoplasique, ça veut dire que c'est la LLA qui est très inflammatoire, qui engendre de la fièvre et des sueurs nocturnes. Par contre, ça peut être aussi dû à une infection parce que notre système immunitaire est affaibli. Donc, ça peut arriver que le patient va se présenter avec une infection d'emblée, puis ça va être ça le mode de présentation de la LLA. Ça peut évoluer vers un choc septique, donc ça peut être assez catastrophique comme présentation. Si on n'a pas de système immunitaire, on peut attraper plus facilement des infections, mais on n'est pas capable non plus de les défendre. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'une infection peut à ce moment-là avoir la liberté de malheureusement de proliférer. Donc, ça peut être assez catastrophique comme présentation. Les patients peuvent se présenter aussi avec de la faiblesse, de la fatigue, de la pâleur, de l'essoufflement, un rythme cardiaque qui est plus rapide. Tout ça parce que les globules rouges sont abaissés. Quand on fait de l'anémie, le corps essaie de compenser pour être capable d'aller chercher le maximum d'oxygène. Il peut y avoir des saignements aussi si, par exemple, les plaquettes sont basses. Donc, les patients peuvent se présenter avec des ecchymoses, des bleus facilement sur la peau, des hémorragies, des saignements, des petites taches rougeâtres, particulièrement au niveau des jambes. C'est ce qu'on appelle des pétéchies. Il peut y avoir des saignements de nez, des saignements de gencives aussi. Ensuite, les patients peuvent se présenter avec des douleurs osseuses et articulaires. Pourquoi? La moelle osseuse à l'intérieur des os, si elle est très active parce qu'elle est envahie de cellules leucémiques, elle peut pousser à l'extérieur sur le cortex de l'os et ça peut faire mal. Ça, classiquement, on le voit avec les leucémies myéloïdes, un petit peu moins avec les LLA, mais on peut le voir aussi. Une perte de poids, on a un organisme qui est en train d'essayer de se défendre contre une maladie. Puis après, ben, s'il y a des envahissements d'organes, on peut avoir des symptômes selon l'organe envahi. Comme par exemple, s'il y a une atteinte neurologique, les patients peuvent avoir des maux de tête, ils peuvent avoir des vomissements, des symptômes d'AVC, des troubles de vision, d'équilibre, etc. Et aussi, ça peut être tout simplement une trouvaille fortuite. Ça arrive des fois. Donc, le patient a, par exemple, une prise de sang de contrôle chez le médecin, chez son médecin de famille, par exemple, puis, oups, le médecin de famille reçoit un appel puis dit, oh, il y a des cellules anormales dans le sang. Donc là, en fait, le patient qui va bien quand même se fait diriger à l'urgence, puis là, tout se met en branle parce que c'est un diagnostic qui est quand même agressif. C'est très déroutant pour les patients, effectivement. Comment on fait le diagnostic? Bien, premièrement, c'est avec une formule sanguine, donc une prise de sang standard, où là, on va aller voir les cellules du sang. Puis c'est là où on va voir que soit les totals de globules blancs sont augmentés s'il y a beaucoup de cellules de blastes qui sont circulants, ou où ils peuvent être diminués si la moelle osseuse est occupée à produire des cellules puis elle les garde toutes dans sa moelle osseuse. Il peut y avoir de l'anémie, de la thrombopénie, puis comme je disais, la présence des blastes ou des cellules leucémiques qu'on peut retrouver dans la prise de sang. La deuxième étape va être l'aspiration et la biopsie de la moelle osseuse. Pour avoir un diagnostic de LLA, on a besoin d'avoir au moins 20% de blastes, 20% de blastes et plus dans la moelle osseuse pour être capable de donner un diagnostic. On va identifier les cellules selon leur morphologie, selon l'expression des protéines sur la surface des cellules et les anomalies génétiques également qui sont là. Finalement, il va y avoir une ponction lombaire parce qu'on parlait de l'atteinte extramédulaire. On sait que les LLA ont particulièrement tendance à aller se réfugier dans le système nerveux central. Donc, il va avoir une analyse du système nerveux central. C'est un petit peu différent des LMA où c'est moins fréquent. On va aller regarder la morphologie, comme je vous disais. La cytométrie de flux, on va en reparler aussi, où là, on va être capable d'aller voir, lorsqu'on a pris la biopsie de la moelle osseuse, on analyse les cellules et c'est là on va être capable de regarder les cellules, ou dans les cellules à leur surface, de quoi elles ont l'air et c'est quoi leur signature. Donc, on va être capable d'identifier les cellules avec cette là. Le fiche, c'est la même chose, mais c'est vraiment plus au niveau des chromosomes, de la génétique des cellules de leucémie. Donc, pas votre génétique, pas la génétique du patient en tant que tel, mais vraiment de la maladie. Même chose pour les analyses cytogénétiques, où là, on va aller voir les modifications du chromosome des cellules leucémiques pour aider à identifier le subtype de LLA. Donc, la prise de sang, la biopsie de la moelle osseuse qui classiquement se fait sur la crête iliaque postérieure gauche. Donc, quand c'est pas de la colonne, hein, c'est vraiment au niveau de l'os du pelvis, finalement, où là, vous pouvez voir avec un trocard, on va aller chercher un petit peu de liquide. La moelle osseuse, c'est le spongieux, c'est liquide. Puis également un petit morceau d'os qu'on va aller prendre. Comme vous voyez dans l'illustration, le monsieur n'est pas endormi, donc ce n'est pas une chirurgie, on n'est pas endormi pour ça. Et il n'y a même pas de point de suture après, là, c'est vraiment un pansement qu'on met.
En faisant ces analyses-là, qu'est-ce qu'on regarde? Ben, on regarde les cellules. OK? Je ne veux pas faire de vous un hématologue aujourd'hui, mais je voulais juste vous montrer ce que nous, on voit au microscope quand on regarde. Donc, on fait le frottis sanguin, c'est-à-dire que là, lorsqu'il y a la première image en haut à droite, on peut voir que c'est des petites cellules dans le sang et c'est les cellules bleutées. Là, c'est vraiment toutes les mêmes cellules, c'est pareil. Quand on regarde après ça de l'autre image à droite, on peut voir ici, ça c'est dans la moelle osseuse. Donc, on voit qu'on retrouve les mêmes cellules, puis la moelle osseuse, elle est remplacée par ces cellules-là. Et d'ailleurs, la pathologie, lorsqu'on prend la carotte d'os, c'est ça que le pathologiste voit ici au niveau de son microscope. Donc ça, déjà là, ça nous permet d'identifier qu'il y a des cellules anormales, que c'est toutes les mêmes cellules, puis ça ressemble beaucoup à morphologiquement, ça ressemble beaucoup à des cellules des blastes. Ces cellules-là vont ensuite être passées dans une machine qu'on appelle le cytomètre de flux. Et ces machines-là, en fait, vous voyez ici, donc ça, c'est la cellule, et la cellule a des protéines, donc des petites protéines, donc c'est un petit peu comme des petits drapeaux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller identifier quelles sont les protéines via la machine pour être capable de nous dire si c'est des cellules qui sont de la lignée lymphoïde, et si oui, est-ce que c'est des lymphoïdes B ou des lymphoïdes T. Le fiche, ça nous permet d'identifier les translocations. Donc, c'est des jolies couleurs. On voit deux gènes avec des couleurs différentes. Puis, whoop, quand il y a une translocation anormale, on voit que ces gènes-là, en fait, ces couleurs-là vont se coller ensemble et là, ça va produire le jaune. Donc, on voit qu'il y a une fusion du gène BCR-ABL. Et finalement, le karyotype qu'on regarde également, donc l'analyse des gènes de la cellule leucémique. La ponction lombaire, elle est importante, comme je vous disais, pour être capable de s'assurer de voir si le liquide céphalorachidien comporte ou non des cellules leucémiques. Donc, on va aller prendre une petite ponction. Généralement, c'est le neurologue qui fait ça. Et à ce moment-là, on va analyser les cellules pour aller voir si les cellules dans leur morphologie, encore une fois avec la cytométrie de flux dont on parlait et le décompte cellulaire, est-ce qu'il y a des cellules leucémiques ou des blastes au niveau de la ponction lombaire? Quels sont les types de leucémie lymphoïde aiguë ou lymphoblastique? Ben, en fait, on a la LLA-A et la LLA-B ou pré-B, donc c'est deux entités un peu différentes qui représentent 80% des leucémies, et la LLA-T qui représente 10 à 15% des leucémies. Dans la LLA, dans la LLA-B, il peut avoir la présence justement d'une mutation qui s'appelle le chromosome de Philadelphie, le fameux BCR-ABL dont je vous ai montré tout à l'heure des images, et également, c'est la même chose. Donc, Philadelphie, translocation 922, BCR-ABL, c'est toute la même chose. Donc, si on se penche un peu sur la LLA chromosome de Philadelphie, puisque c'est une entité un peu séparée, là, ça représente, donc on dit ici 25%, de 20 à 25% de toutes les leucémies lymphoblastiques aiguës. On sait que la présence augmente avec l'âge, donc plus qu'un patient est un peu plus âgé et qu'il va avoir un nouveau diagnostic de LLA, plus de chances il a d'avoir la mutation du chromosome de Philadelphie. Initialement, elle était réputée à être de mauvais pronostics. Maintenant, parce qu'on a des médicaments ciblés, le pronostic peut s'être amélioré effectivement, mais d'emblée, on sait que le pronostic est un petit peu moins bon. Donc, ce que ça veut dire par là, c'est que c'est des leucémies qui ont tendance à soit être réfractaires ou à rechuter après les traitements. Comme je vous disais, le fameux chromosome de Philadelphie, c'est une anomalie du réarrangement des chromosomes 9 et 22, donc une fusion de deux protéines. Ce qui va arriver, c'est que la fusion de ces deux protéines-là, ça va enclencher, ça va causer en fait une protéine qui envoie un signal dans la cellule qui va provoquer la croissance et la division incontrôlée de ces cellules-là. Donc, ça augmente la vitesse de croisière des cellules leucémiques. Il y a une entité qui s'appelle la LLA Philadelphie-like. Elle a des caractéristiques génétiques similaires à la LLA Philadelphie positive, mais on ne retrouve pas le gène BCR-ABL1. J'en parlerai pas plus aujourd'hui. Celle-ci, elle est franchement considérée comme étant de mauvais pronostics. Ces patients-là, généralement, on les réfère d'emblée en allogreffe de moelle osseuse. Donc, le fameux chromosome de Philadelphie, donc de façon schématique, ce qu'on voit, c'est qu'on a le chromosome 9 et sur le chromosome, c'est là où il y a différents types de gènes, dont un gène qui s'appelle le gène ABL. Sur le chromosome 22, on a un autre gène qui s'appelle le BCR. Puis là, whoop, qu'est-ce qui se passe? Il y a un réarrangement qui se produit dans la cellule leucémique. Quand on se rappelle que ce n'est pas les cellules du corps entier qui va se faire. Et whoop, on a une nouvelle protéine qui vient d'être créée, puis ça s'appelle le gène BCR-ABL, chromosome de Philadelphie.
Puis au niveau du fiche, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a le BCR, on a le ABL, puis whoop, on a les deux qui sont collés ensemble pour former la nouvelle protéine. Alors le pronostic, comment est-ce qu'on le détermine? Bien, ça dépend de différentes choses. Premièrement, de l'âge, la présence d'une leucocytose élevée, donc le niveau de globules blancs initiaux au moment du diagnostic. On sait que plus que c'est élevé, plus que c'est des maladies qui ont tendance à être agressives, donc qui sont un petit peu plus difficiles à prendre le contrôle, puis également des fois qui ont plus tendance à rechuter. La réponse précoce, ça veut dire est-ce que lorsqu'on commence un traitement, il y a une réponse rapide? Est-ce qu'on a une évidence d'avoir pris le contrôle sur la leucémie? La cytogénétique, donc le karyotype, le fiche, la cytométrie de flux, etc. Donc ça va nous donner un peu une idée de la signature, quel type de leucémie que c'est, et si c'est vraiment, si c'est des leucémies qui sont plus agressives ou qui répondent mieux à des traitements. La présence de l'atteinte du système nerveux central peut agir sur le pronostic, pas tellement, ça dépend des études. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il va falloir le traiter d'une certaine façon. Donc, en adulte, on va parler de risques intermédiaires ou standards et de risques élevés. Les risques favorables, c'est vraiment réservé pour les enfants. Donc, les risques élevés, donc, on a donc des patients qui présentent une leucémie avec un karyotype complexe, une translocation de 9-22, je vous en parlais, la translocation de 4-11. Donc, c'est toutes des différentes choses qu'on sait avec les études qui nous ont démontré que c'était des leucémies qui étaient plus agressives. Donc, ça ici, c'est d'autres types de facteurs de risque et pronostics qui ont été publiés. Donc, on disait l'âge, plus l'âge est élevé, les patients qui sont en moins bon état général, puis on va se relier à la maladie dont on parlait de la leucocytose, etc. Donc, c'est différents types que nous, on utilise, pas pour dire si on va débuter un traitement ou non, mais pour savoir si après le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire comme surveillance, puis également le risque, les chances que la maladie réponde au traitement. Donc, depuis tout à l'heure, je vous dis que la LLA pédiatrique versus de l'adulte, c'est pas pareil. Et puis, effectivement, je vais vous montrer ici des graphiques. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en pédiatrie, les rémissions complètes, c'est-à-dire après un traitement d'induction, sont de l'ordre de 98 %. C'est difficile de faire mieux. Une guérison à long terme, on parle de 80 %. Puis TRM, ça veut dire le taux de mortalité suivi au traitement, ben, c'est de moins de 1 %. Donc, ça veut dire que les enfants, en fait, non seulement ils tolèrent bien les traitements, mais en plus, leur guérison, c'est franchement de bons pronostics. Et ce qu'on voit dans le graphique du haut, où c'est écrit pédiatrie avec les différentes images, c'est qu'avec les années, on s'est amélioré. Donc, dans les années 70, on voyait que la survie était quand même diminuée. Puis avec le temps maintenant, lorsqu'on regarde en 2001, puis probablement que c'est encore meilleur, on approchait les 90 % là, de réponse ou de survie à long terme. Par contre, chez l'adulte, ce qu'on voit ici, puis ça ici, vous voyez, c'est selon les facteurs pronostiques, ça veut dire s'il y a des mauvais pronostics, comme on parlait tout à l'heure, comme par exemple la leucocytose, l'âge du patient, etc. Bien, ce qu'on voit, c'est qu'un patient qui a quand même jusqu'à plusieurs pronostics, la survie, elle est franchement diminuée aussi. C'est pour ça que oui, on peut, chez les adultes, penser avoir une rémission complète après l'induction de 85 %, mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que la survie à long terme, on dit que c'est plus ou moins 40 % à long terme. Bon, c'est sûr que ça reste des données, puis il faut prendre ça avec un grain de sel. Pourquoi? Parce que c'est des patients, on a tout mis les mêmes patients dans le même bateau, puis ça reflète pas ce qu'un patient va faire. Ça nous donne une idée, mais c'était surtout pour vous montrer à quel point en pédiatrie, les patients, ils avaient quand même des bons pronostics. Donc, le traitement. Bon, c'est une maladie qui est grave, c'est une admission qui est urgente avec un début rapide des traitements. On ne peut pas se permettre d'attendre, on ne peut pas se permettre à un patient qui se présente à l'urgence de dire « Ah ben oui, retournez à la maison, digérez cette grande nouvelle-là qui est grande puis importante, puis revenez une fois que ça va aller mieux. » Malheureusement, il faut que ça aille vite. Il faut débuter rapidement les traitements. Et ça, c'est très déroutant pour les patients parce que souvent, on pense venir à l'urgence parce qu'on a une petite infection, on va recevoir des antibiotiques, on va revenir à la maison puis on va être remis sur pattes. Mais non, attendez un instant, non seulement vous rencontrez l'infectiologue, mais là, c'est l'hémato-oncologue qui vient vous voir. C'est très déroutant, c'est très troublant, puis le patient n'a pas le temps de digérer non plus cette information-là, que déjà là, on parle de chimiothérapie. Mais on n'a pas le choix, puis c'est pas pour mal faire, c'est parce qu'il faut le faire. On sait que le compte est débuté, puis il faut débuter les traitements rapidement. Par contre, c'est un marathon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les traitements, ils peuvent durer jusqu'à 3 ans selon le protocole de chimiothérapie choisi parce que bien qu'il y ait un traitement très intensif au début, par la suite, c'est un traitement qu'on va dire de maintien pour essayer de garder la bonne réponse.
Donc, ça va être un abonnement, effectivement, comme Dr Bélanger avait dit dans une présentation antérieure, que oui, effectivement, c'est des patients qui vont être à l'hôpital, qui vont venir voir le médecin souvent avec des prises de sang et des traitements fréquents. Donc, avant de commencer les traitements, il y a différents examens qui doivent être faits. Donc, on va regarder premièrement un examen cardiaque. Donc, on va aller voir comment va le cœur parce qu'on peut utiliser certains médicaments qui peuvent être difficiles pour le cœur. Donc, on va aller faire un examen, minimalement une échographie du cœur. On va faire un bilan complet. On va regarder le foie, les reins, on va faire un bilan aussi de VIH, d'hépatite B, d'hépatite C. Pourquoi? Parce que des fois, on peut orienter nos traitements, puis non seulement ça, mais avec les traitements de chimiothérapie, les patients qui ont une hépatite B ancienne peuvent réactiver leur hépatite B. Donc, c'est des données qu'on aime bien avoir au début. Les imageries, il va y en avoir certainement, mais ça va être selon les signes et symptômes. Donc, ça peut être des scans, ça peut être des scans du thorax, du ventre, ça peut aller même au TEP scan ou au PET scan si on pense qu'il y a des adénopathies qu'on va aller voir. Puis un bilan infectieux si le patient se présente avec de la fièvre aussi. On va avoir besoin d'installer un cathéter central, donc soit un porto-4 qu'on appelle, donc c'est un petit boîtier sous la peau, ou un PICC line. Pourquoi? Parce que la chimiothérapie, on veut qu'elle puisse passer au travers de veines qui sont bien grandes. Quand c'est les petites veines qu'on dit en périphérie, là, comme quand on installe des petits cathéters, elles ont tendance à se détruire, là, puis ça peut être dangereux de recevoir de la chimiothérapie à ce moment-là. Donc, on installe des cathéters. Et là, maintenant, comment on choisit notre traitement? Bien, on va se baser sur l'âge du patient, sur ses antécédents médicaux, comment le patient va. On va aussi se baser sur les modifications chromosomiques ou génétiques. Je vous avais parlé du fameux BCR-ABL, on va utiliser ça. On va regarder s'il y a de la présence ou non de cellules leucémiques au niveau du cerveau. Puis le nombre de globules blancs circulants, en fait, aussi, pour être capable de choisir s'il faut commencer un traitement rapidement. Donc, comme je disais, il va être adopté en fonction de l'âge. Puis le but de traitement, c'est là où il faut se rappeler de ça, c'est que c'est obtenir une guérison. Okay? On vise obtenir une guérison. Donc, oui, c'est intense, oui, c'est difficile, mais c'est dans le but de guérir la maladie. Souvent, le traitement, il va commencer par une préphase. Donc, on va commencer par donner des corticostéroïdes à haute dose, donc soit de la dexaméthasone ou de la prednisone. Puis, on peut rajouter une petite dose de chimiothérapie pour essayer de prendre rapidement le contrôle sur la maladie, puis à faire ce qu'on appelle un débolcage. Ça veut dire d'essayer d'enlever, de commencer à nettoyer un petit peu. Va venir après la première phase qui va être une phase d'induction, où là, le but, c'est d'obtenir une rémission. Donc, on veut détruire les cellules leucémiques au maximum, puis de laisser la place aux cellules normales de la moelle osseuse de se développer, de reprendre la formation, donc de refaire des globules rouges normaux, de refaire des plaquettes et des globules blancs qui fonctionnent. Il va y avoir le traitement au niveau du cerveau, donc soit un traitement ou une prophylaxie qui va être là s'il y a ou non une atteinte du système nerveux central. Puis ensuite, il va y avoir la consolidation et l'intensification, suivi d'un entretien dont je vous parlais, là, mon fameux marathon. Donc, l'induction, 60 à 80% des patients vont atteindre la rémission. Généralement, le traitement d'induction va contenir de la vincristine, la prednisone, l'anthracycline. On peut rajouter de l'asparaginase et plus ou moins un inhibiteur de tyrosine kinase. Bon, là, je vous donne plein de chiffres, de plein de mots comme ça. En fait, la première, donc la vincristine, l'anthracycline, c'est des types de chimiothérapie. L'anthracycline, c'est elle qui peut être plus difficile sur le cœur. C'est pour ça, c'est pour elle qu'on fait les examens cardiaques au préalable. L'asparaginase est un médicament en fait qui est synthétisé. C'est une protéine qui est faite à l'intérieur donc de bactéries in vitro. Il n'y a pas de danger d'attraper une infection quand on a l'asparaginase, mais parce que c'est fait dans un autre organisme, il peut y avoir un risque de développer des résistances à l'asparaginase. Il peut y avoir des risques d'avoir des réactions allergiques. Donc, c'est pour ça que l'asparaginase est toujours donnée à l'hôpital avec une infirmière proche. Et c'est aussi possiblement pour ça que les patients vont avoir des prises de sang avant et après pour s'assurer qu'il y a une efficacité de l'asparaginase. Les inhibiteurs de tyrosine kinase, ça, c'est eux qui vont aller cibler la fameuse mutation du BCR-ABL. On va en reparler. La consolidation, maintenant, c'est une chimiothérapie qui est un petit peu moins intense. On peut rajouter l'inhibiteur de tyrosine kinase si on a la mutation Philadelphie. Et après, on peut rajouter soit une autogreffe de moelle osseuse ou une allogreffe de moelle osseuse. Puis finalement, le traitement du système nerveux central qui peut être donné soit avec du méthotrexate par les veines, mais à haute dose, qui lui va aller au niveau du système nerveux central, ou on peut donner directement de la chimiothérapie intratécale, c'est-à-dire via une ponction lombaire, on peut rajouter de la chimiothérapie pour aller atteindre le système. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système nerveux central, le cerveau, il est bien protégé. Donc, la chimiothérapie conventionnelle ne va pas aller atteindre le niveau du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on modifie nos traitements pour être capable d'aller traiter le système nerveux central.
Dans certains cas, on peut avoir besoin de radiothérapie pancréanienne également pour aller contrôler la maladie. Maintenant, la thérapie ciblée. Donc, c'est un médicament, généralement par la bouche, en fait, exclusivement par la bouche, qui va aller cibler les gènes ou les protéines. Donc, l'utilisation, donc, c'est lorsqu'on a une mutation du chromosome de Philadelphie. Il y a différents comprimés. Il y a le imatinib, le dasatinib, le ponatinib qui est utilisé. Et il va attaquer les cellules cancéreuses très particulières. Ce qui va arriver, c'est que ça va empêcher la protéine BCR-ABL d'envoyer des signaux pour provoquer la formation. Je vous disais tout à l'heure que cette fusion-là, cette nouvelle protéine-là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle permettait aux cellules de se reproduire énormément. Donc, vous voyez, selon mon image, donc ça, c'est le BCR usuel. Qu'est-ce qui arrive? C'est quand il fonctionne bien, whoop, il va produire de la signalisation, puis là, les cellules vont bien se diviser. Avec l'imatinib, par exemple, il va aller se coller ici, donc il va empêcher finalement la signalisation de se faire, il va empêcher que le BCR-ABL puisse fonctionner puis envoyer des signaux. L'imatinib et le gène BCR-ABL est retrouvé dans la leucémie myéloïde chronique. Je sais qu'il y a une présentation là-dessus cet après-midi. C'est deux maladies qui sont différentes, mais qui ont la même mutation initiale. Donc, vraiment, l'imatinib a révolutionné, vous allez voir la LMC là, dans le traitement de la LMC. Donc, les traitements de première ligne, ben, ça dépend de l'âge du patient. Donc, on peut utiliser chez les jeunes adultes, on va aller utiliser ce qu'on appelle des protocoles pédiatriques. Parce que ce qu'on a découvert, c'est qu'en utilisant des protocoles pédiatriques, les patients, ils faisaient mieux. Les protocoles pédiatriques ont tendance à être beaucoup plus intenses et beaucoup plus toxiques. Les enfants, ils sont très résistants, ils sont capables de tolérer des fortes doses de chimiothérapie, ce qui est moins le cas pour les adultes. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que chez les jeunes adultes, là, j'ai marqué de 40 à 50 ans, puis évidemment, à chaque fois, il n'y a pas un âge limité, hein, ça dépend vraiment du patient, de ses comorbidités, comment il est, etc. Mais chez nos jeunes adultes, on a tendance à utiliser maintenant des protocoles pédiatriques parce qu'en étant un peu plus agressif dans nos chimiothérapies, on s'est rendu compte qu'on avait des meilleures survies. La OS, ça veut dire la survie globale à 5 ans, était de l'ordre de 70% chez les patients qui recevaient des protocoles pédiatriques, lorsqu'on comparait, donc on avait des survies d'à peu près 40% chez les patients c'est la même catégorie de patients qui recevaient des protocoles conventionnels. Donc maintenant, on a vraiment tendance à utiliser les protocoles pédiatriques. Chez les adultes un petit peu plus âgés ou qui ne sont pas éligibles aux protocoles pédiatriques très, très intenses, on utilise des protocoles qui sont quand même modifiés, ceci dit, qui demeurent des costauds aussi, sans être un protocole pédiatrique. Et la survie est à peu près de 54% à 5 ans. Puis des fois, dépendamment de la maladie, on peut les amener en allogreffe de moelle osseuse. Chez les patients qui sont plus âgés, là j'ai marqué plus de 60 ans, mais des fois ça peut être un patient de 60 ans en excellente forme va recevoir un protocole usuel adulte. On va avoir une chimiothérapie qu'on va dire intensive, mais adaptée. Et là, à ce moment-là, malheureusement, ce qu'on sait, c'est que la survie, elle est moins bonne. Mais encore une fois, ça, c'est des chiffres, c'est des statistiques, ça ne représente pas le patient qu'on a devant nous non plus. Les images que j'ai mis, en fait, c'est pour vous montrer un peu les chimiothérapies ou les choix de chimiothérapie qu'on a selon le protocole choisi. Il y a plusieurs protocoles différents, comme vous pouvez voir. Ces protocoles-là, c'est selon chaque centre est différent, selon les habitudes du centre aussi. Puisque c'est des protocoles qui sont très complexes, bien souvent, le centre prend une expertise dans un protocole et donc, ça peut changer, mais globalement, le fond ou le squelette du protocole se ressemble beaucoup avec les mêmes agents qui sont utilisés, mais peut-être un petit peu différemment. Donc, un patient jeune et en forme, comme je vous disais, là, je vous ai mis l'image, elle est de façon volontaire floue, mais c'est pour vous montrer à quel point que c'est complexe ces protocoles-là. On ne les connaît pas par cœur, on les a avec nous, puis on discute beaucoup avec nos pharmaciens et nos pharmaciennes pour être capable de bien les suivre et de bien les adapter. Donc, pour être efficace, ces protocoles-là qui sont beaucoup plus intenses, on doit les recevoir sans trop de déviation. Hein. On veut que les patients reçoivent au maximum les traitements. Ça comprend la fameuse asparaginase dont je vous avais parlé plus tôt, qui peut avoir des réactions allergiques. Puis l'induction, le patient il va être hospitalisé au moins 28 jours. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on donne une chimiothérapie, puis là, on est en train de tout rafler la moelle osseuse, on la repart à zéro. Donc, cette période-là, qu'on dit une période d'aplasie, où là, à ce moment-là, la leucémie, elle n'est plus nécessairement là, mais la moelle osseuse, elle n'a pas recommencé à fonctionner normalement. Mais c'est un patient qui est à risque d'infection. C'est un patient qui a besoin
qui a besoin de transfusion sanguine, donc qui a besoin d'une plateforme hospitalière, puis qui est hautement immunosupprimée aussi. La LLA Philadelphie plus positive, ben souvent, selon la maladie, évidemment, puis selon la fameuse MRD dont on va parler plus tard, on va souvent référer ces patients-là en allogreffe de moelle osseuse une fois que l'induction et le contrôle de la maladie a été faite. Ce qu'on a remarqué, par contre, il y a une étude qu'on appelle, nous, le graphe, en fait, qui a démontré que quand on compare le graphe, donc c'était une chimiothérapie allégée, donc moins intense, associée avec l'inhibiteur de tyrosine kinase, donc soit l'imatinib, le dasatinib ou le ponatinib, ce qu'on voyait, c'était que les patients faisaient aussi bien, même mieux, que lorsqu'on y allait avec une chimiothérapie usuelle à forte dose. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que lorsque les patients ont un diagnostic de LLA Philadelphie+, on combine une chimiothérapie à dose réduite avec un inhibiteur de tyrosine kinase. Par la suite, après 28 jours, on refait la biopsie de la moelle osseuse et on mesure, on essaie de détecter la fameuse mutation, la fameuse protéine. Et si on la détecte toujours, c'est ce qu'on appelle une MRD, donc une maladie résiduelle minimale. Si on la détecte, on peut changer d'ITK, parce que l'imatinib, c'est la première génération, la deuxième génération, c'est le dasatinib, et la troisième génération, le ponatinib. Donc, c'est toutes des molécules qui sont un peu différentes avec qui fonctionnent un peu différemment et des efficacités différentes. Donc, on peut essayer de changer de molécule. On va chercher pour voir si la protéine, la BCR-ABL, a été un petit peu coquine puis a décidé de développer une mutation différente. Quels sont les effets indésirables des traitements? Bien, premièrement, l'hospitalisation, je vous dirais que c'est le plus gros effet indésirable. C'est des patients qui vont être hospitalisés, qui vont être seuls dans une chambre, qui n'auront pas le droit de sortir de leur chambre. Beaucoup des traitements vont engendrer de l'alopécie, donc les cheveux, malheureusement, ils vont tomber, mais ils vont repousser. Puis avoir des maux de cœur. Je vous dirais que maintenant, avec les maux de cœur, les nausées, on est très bon pour développer différents outils pour essayer de contrer les nausées, des troubles digestifs par contre, comme par exemple des diarrhées, des constipations, les réactions allergiques dont je vous ai parlé. Puis avoir des paresthésies. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la diminution de la sensibilité des doigts et des pieds. Souvent, la chimiothérapie, particulièrement la vincristine, peut aller affecter les petits nerfs qu'il y a sur le bout des doigts et le bout des pieds. Donc, il peut y avoir des espèces d'engourdissements ou des pertes de sensation. Il peut y avoir des infections. C'est quasiment un passage obligé. Moi, chez les patients qui disent qu'on va commencer un traitement d'induction, je leur dis pas s'ils font de la fièvre, mais quand ils vont faire une infection. Puis après ça, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de la mucosite, ça veut dire des ulcères dans la bouche. Et après, la fertilité, parce qu'on sait qu'avec la chimiothérapie, il peut y avoir des problèmes de fertilité. Donc ça, il faut garder ça en tête. Souvent, on peut faire des collectes initiales pour essayer de congeler, pour permettre d'avoir une fertilité plus tard à nos jeunes patients. Donc ça, c'est une discussion qu'on a souvent avec le patient au moment du diagnostic. Les cytopénies, ils vont avoir un besoin de transfusion. Donc, les globules rouges vont baisser, les globules blancs vont baisser. Donc, pour être capable de soutenir, pour ne pas être trop essoufflé, trop fatigué de par une anémie, on va donner des transfusions. Pour éviter un risque de saignement, on va donner des plaquettes. Puis avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, oui, c'est des thérapies qu'on dit ciblées, mais oui, il peut y avoir des effets secondaires tels que des douleurs musculaires, osseuses, articulaires, de la rétention d'eau. Et après le fameux syndrome de lyse tumorale, ça, en fait, c'est une complication qu'il peut avoir au tout début du traitement. Lorsqu'on commence à donner les médicaments, ben, c'est un petit peu trop efficace. Puis là, les cellules commencent à se détruire et relâchent des toxines dans le corps. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir avec les prises de sang qu'on fait à tous les jours. Donc, l'évaluation de la réponse. Donc, une fois que le traitement d'induction est fait, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est là où on va refaire une biopsie de moelle osseuse et on va parler de rémission lorsqu'il y a moins de 5 de blasts dans la moelle osseuse. Évidemment, on va dire que le patient est en rémission parce que s'il n'a plus de signes et symptômes de la maladie, si les signes et symptômes des atteintes extramédulaires sont finis, et il y a une récupération de la formule sanguine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les globules rouges recommencent à monter, les plaquettes recommencent à monter. Et après, en LLA, ce qui est maintenant utilisé beaucoup, c'est la fameuse maladie résiduelle minimale. Qu'est-ce que c'est? Ben, chez les patients donc le but, c'est pas juste d'aller regarder les cellules et faire un décompte de cellules, c'est vraiment d'aller chercher au niveau de la génétique si on est capable de détecter encore un petit peu de ces cellules-là, mais vraiment à des niveaux très, très faibles. Chez les enfants, ce qu'on sait, c'est que c'est un facteur pronostic qui est important et maintenant chez nos jeunes adultes également. C'est-à-dire qu'on sait que la survie, elle est complètement différente si on détecte toujours la maladie ou si on ne la détecte plus. Et ça peut être une indication d'aller vers une allogreffe de moelle osseuse. Donc ça, c'est un peu notre algorithme différentiel. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a
eu une rémission. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour les patients? Bien, ça va dépendre un petit peu si le patient représente une LLA à haut risque. Vous savez, au début, on avait parlé de ça. Bien, s'il a une LLA à haut risque, puis est en rémission complète, mais la fameuse MRD, c'est-à-dire qu'on détecte encore à même un petit niveau de la maladie, souvent, on va essayer d'aller référer le patient vers une allogreffe de moelle osseuse. Si le patient est à risque standard et toujours une MRD positive, on va aussi le référer. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il va avoir l'allogreffe, mais il faut qu'il soit évalué par les équipes de greffeurs. Une maladie à haut risque, mais qui présente une MRD négative, là, on se pose plus la question. Est-ce que l'allogreffe est nécessaire ou pas? C'est là où on n'est pas certain. Des fois, on peut y aller avec une autogreffe de moelle osseuse aussi. Une maladie à risque standard, puis avec une MRD qui est négative, généralement, on va continuer avec un protocole qui contient de la chimiothérapie seulement, puis avec les protocoles de maintien. La greffe de moelle osseuse maintenant. Bien, il y a deux types de greffe. Il y a l'allogénique et l'autologue. L'allogénique, l'idée, c'est d'aller utiliser les cellules de quelqu'un d'autre. Donc, on prélève les cellules de la moelle osseuse de quelqu'un d'autre. Comme vous pouvez voir dans l'illustration, c'est le donneur. C'est sur une machine qu'on dit d'aphérèse. Donc, ce n'est pas des biopsies moelle osseuse. C'est vraiment une machine d'aphérèse où on fait la collecte. On prend ces cellules-là. Au patient, on donne une haute dose de chimiothérapie, plus ou moins de la radiothérapie. Et les cellules de la moelle osseuse, on les redonne ensuite au patient. Le but là-dedans, ben, il y a deux buts. Le premier but, c'est de donner une grosse chimiothérapie qui va être comme un gros bulldozer pour essayer d'aller nettoyer au maximum les cellules de la leucémie. Mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'avec les cellules des cellules souches du donneur, ce qu'on veut, c'est de créer un peu un effet immunitaire. C'est-à-dire qu'on veut que ces cellules-là aillent attaquer les cellules de la leucémie. Fait que c'est un peu comme une sorte d'immunothérapie. C'est quand même c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour l'allogreffe. L'autogreffe, l'idée derrière ça, ben, c'est vraiment juste d'utiliser la partie de chimiothérapie intensive. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève les cellules souches du patient, on donne la grosse chimiothérapie intensive pour essayer d'aller nettoyer au maximum la moelle osseuse, puis après ça, on redonne les cellules souches du patient. Donc, c'est deux façons de faire qui sont différents avec des profils différents aussi d'effets secondaires. La LLA réfractaire ou en rechute, ben, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que malheureusement, des fois, les cellules, même si la MRD était négative, même si on n'arrivait pas à détecter, des fois, elles peuvent être en dormance sans qu'on les détecte, les cellules leucémiques, puis oups, ça résiste, puis là, ils réapparaissent ou elles ont résisté à la première ligne. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, ben, c'est important de reprendre le bilan initial. Donc, la biopsie de la moelle osseuse, toutes les analyses dont on a parlé au début, pour être capable de voir est-ce que c'est une autre forme de leucémie aiguë, est-ce que c'est la même qui revient, est-ce qu'elle est résistante. Donc, de faire les analyses importantes. Et ensuite, il y a les nouveaux traitements pour la LLA-B maintenant qui sont apparus sur le marché, dont on a accès au Québec. Donc, le blinatumomab, l'inotuzumab et les CAR T-cells. Donc, ça, c'est les trois médicaments maintenant qui sont très intéressants à LLA. Donc, on veut toujours viser encore la guérison malgré que c'est une rechute. C'est sûr que les chances d'obtenir une guérison, malheureusement, ça diminue avec le nombre de rechutes. Puis souvent, c'est des patients que s'ils sont éligibles, on va vouloir les référer en allogreffe. Donc, le blinatumomab, c'est très élégant. En fait, l'idée, c'était d'essayer de développer une espèce d'aimant qui va aller chercher les cellules T, donc des lymphocytes, qui, eux, leur utilité, c'est d'aller attaquer soit des infections, donc d'aller les aimanter, puis d'après ça, d'aller aimanter de l'autre côté les cellules de leucémie pour que les lymphocytes T aillent attaquer la leucémie. Donc, c'est vraiment comme un aimant. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on force le système immunitaire à se rapprocher de la leucémie pour que ça attaque la leucémie. C'est des études, en fait, qui avaient démontré qu'effectivement, chez les patients qui recevaient ce traitement-là, avaient une meilleure survie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas un traitement qui dure à long terme. C'est un traitement qui va finalement, qui éventuellement, ça va arrêter de fonctionner. Donc, c'est souvent ce qu'on utilise en pont vers une allogreffe de moelle osseuse. Les effets secondaires, ben, parce que là, on active le système immunitaire, on peut avoir des grosses inflammations, comme par exemple le syndrome de relâche des cytokines, où là, les cytokines, c'est des éléments qui sont relâchés par les cellules T activées. Donc, c'est des toxines finalement, puis ça cause beaucoup d'inflammation dans le corps. Fait que là, on peut faire de la fièvre, on peut se sentir mal. Instabilité hémodynamique, ce que ça veut dire, c'est que la tension peut baisser, le pouls peut monter, le patient peut être vraiment mal. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on arrête le traitement, on donne des corticostéroïdes qui sont des anti-inflammatoires très puissants pour essayer de faire baisser un petit peu cette inflammation-là qui est un peu trop emballée.
peut avoir ce qu'on appelle de la neurotoxicité. Donc ça veut dire en fait, c'est des problèmes au niveau neurologique. Donc des patients, ça peut aller au simple tremblement, mais à des symptômes neurologiques beaucoup plus importants, où là, encore une fois, le traitement, c'est la dexaméthasone, des corticostéroïdes, et généralement réversible. L'inotuzumab, maintenant, lui, ben, ça a été fait manufacturer in vitro. Donc, c'est un anticorps. Donc, l'anticorps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il est spécifique, en fait, pour la cellule leucémique, mais associé à l'anticorps, il y a de la chimiothérapie. Fait qu'est-ce que ça fait? En fait, finalement, c'est comme une chimiothérapie qui va aller se coller directement sur la cellule leucémique. Pour après ça, ce qui va arriver, c'est que la chimiothérapie, là, la calciamycine, va être relâchée, va être internalisée dans la cellule et relâchée. Puis là, il va aller tuer ou détruire la cellule leucémique qui va créer ce qu'on appelle l'apoptose. Donc, c'est finalement la destruction des cellules leucémiques. Ça aussi, c'était une étude de phase 3 où on voyait qu'il y avait une meilleure survie puis une meilleure durée de rémission, qui sont encore des patients, en fait, qui malheureusement, qu'on ne peut pas utiliser seul, mais c'est généralement utilisé en pont vers quelque chose, donc vers l'allographie. Les effets secondaires, mais le profil qu'on redoute beaucoup, c'est les toxicités au niveau du foie. Donc, il y a la maladie véno-occlusive. C'est une entité, en fait, où on voit qu'il y a une toxicité hépatique du foie qui s'installe. Donc, souvent, c'est des médicaments. En fait, on va suivre finalement la fonction du foie. Puis finalement, les fameux CAR T-cells qui sont beaucoup utilisés pour tout ce qui est maladie de lymphocyte B. Donc, c'est une immunothérapie où qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la première étape, c'est qu'on prend les cellules T, encore une fois, donc le système immunitaire du patient, on les récolte. Ce qu'on fait, c'est qu'après ça, in vitro, dans un laboratoire, on stimule les cellules T pour qu'elles réagissent aux cellules leucémiques, en particulier les cellules qui présentent le CD19, là, qui est une des protéines sur la surface des cellules. Donc, on fait ça au niveau du laboratoire. Après ça, aux patients, ce qu'on fait premièrement, c'est qu'on va lui donner une chimiothérapie pour détruire ces lymphocytes qui sont là pour que les seuls lymphocytes qu'il a, c'est les lymphocytes qu'on a fait dans le laboratoire. Et là, on réinjecte les cellules, on réinfuse plutôt les cellules dans le patient. Ces cellules T-là qui sont comme hyper activées vont aller attaquer les cellules cancéreuses à ce moment-là. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. On avait une étude qui a été démontrée, une étude Eliana chez des patients LLA, donc des enfants et des jeunes adultes, où on avait quand même des survies à 6 mois de 90%, ce qui est quand même excellent pour des patients qui ont été traités auparavant. Les effets secondaires, par contre, ça aussi, parce qu'encore une fois, c'est les cellules T qu'on utilise. Hein, il peut y avoir ce qu'on appelle le syndrome de relâche de cytokine, ça peut arriver. Puis également aussi des événements neurologiques aussi, un peu comme le blinatumomab. Ça s'appelle le ICANS, c'est un syndrome de neurotoxicité aussi. Je vous dirais que maintenant, on est mieux outillés pour être capable de faire face à ces effets secondaires-là pour les CAR T-cells. Au Québec, comment est-ce qu'on peut avoir accès aux CAR T-cells? Ben, actuellement, pour les LLA, donc c'est autre chose pour les lymphomes, hein, où là, c'est des patients qui peuvent être plus âgés, qui peuvent être éligibles. Mais pour la LLA, en rechute réfractaire, c'est des patients jusqu'à 25 ans qui ont accès aux CAR T-cells. Pourquoi? Ben, à cause de l'étude dont je vous avais montré, Eliana, qui démontrait, c'est vraiment fait dans la catégorie d'âge. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, ça a été accepté comme ça. Et donc, c'est les patients, donc les jeunes patients de 3 à 25 ans atteints d'une LLA en rechute réfractaire qui ne sont pas admissibles ou qui ont eu une allogreffe de moelle osseuse, qui ont une deuxième rechute ou plus, qui ont accès à ce CAR T-cell-là. Maintenant, au long terme, la surveillance, ben, c'est les complications. Donc, il peut y avoir de l'incidence cardiaque. On parlait de la chimiothérapie. Ben oui, ça peut attaquer le cœur. C'est des patients aussi qui sont à plus haut risque de maladies coronariennes. Donc, il faut avoir un bon train de vie lorsqu'on est en rémission de la maladie. Donc, oui, avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire de l'exercice, faire attention à ce qu'on mange, d'éviter la cigarette, le tabac. Lors de l'ostéoporose, hein, c'est des patients qui reçoivent beaucoup de corticostéroïdes. Les corticostéroïdes, ça peut engendrer l'ostéoporose. Et oui, il y a malheureusement un risque de cancer secondaire. Il n'y a pas de dépistage qui sont nécessaires. Par contre, il faut faire les dépistages qui sont recommandés par le gouvernement du Québec. Puis finalement, ben, au travers de tout ça, ben, c'est l'importance d'une équipe. L'importance, oui, l'importance du patient en premier lieu, de sa famille, mais également de toute l'équipe qui gravite et qui vont aider le patient. Donc, les infirmiers, les infirmières pivots qui sont là pour soutenir le patient, pour répondre aux questions, pour expliquer un peu les différentes étapes.
tous les autres médecins des autres spécialités, donc les infectiologues, les pneumologues, les cardiologues, les neurologues, etc., et j'en pense, oui, ils vont être impliqués avec les patients selon les complications, selon les présentations. Les pharmaciens sont d'une grande aide. C'est eux qui nous aident à modifier les protocoles. Souvent même, lorsqu'il y a beaucoup de nausées, ils vont proposer différents médicaments pour contrer les nausées. Travailleurs sociaux, ben, c'est important parce que, veut pas, on demande aux patients de mettre leur vie sur pause le temps d'un traitement. Mais la vie autour continue, les soucis continuent, donc c'est super important. Physiothérapeute, ben, lorsqu'on est dans une chambre pendant 28 jours, on perd des forces à la vitesse grand V. Donc, la physiothérapie est nécessaire. Diététiciste, nutritionniste, important aussi parce qu'on perd du poids. Psychologue, ben, parce qu'il faut, c'est un diagnostic qui est catastrophique, qui est très difficile, c'est normal, ben, il faut en parler, puis il faut aller chercher les outils nécessaires. Et j'en passe. Donc, en conclusion, le diagnostic d'une ALA se fait souvent dans un contexte d'urgence. L'approche ALA est de plus en plus personnalisée selon l'âge du patient, selon la maladie aussi. Il y a des nouveaux agents qui sont de plus en plus intéressants, qui vont être qui sont à l'étude en première ligne aussi, donc pour être capable d'utiliser plus rapidement dans notre arsenal. Puis évidemment, il ne faut pas non plus négliger les études cliniques. Donc, les études cliniques permettent d'avoir accès à des médicaments auxquels on n'a pas accès de façon standard. Donc, je pense que c'est des avenues qui sont très, très intéressantes. Alors, je vous remercie, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Desilets, pour cette présentation super intéressante. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Pour moi qui répond qui n'est pas une spécialiste, mais qui répond à des gens tous les jours, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un peu comment ça se passe pour eux là, une fois qu'ils sont diagnostiqués. Donc, c'est maintenant l'heure de notre période de questions. Donc, tel que mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone questions et réponses. Je vous rappelle que notre conférencière ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Les questions spécifiques ne seront pas lues à voix haute. Si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Donc, ici, j'ai reçu 2 questions. Donc, la première, quelle est la survie la plus longue observée chez un patient LLA avec le chromosome de Philadelphie positif? Ah, ben ça, je ne sais pas si vous avez des données, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais il peut y avoir, puis d'autant plus maintenant avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, il peut y avoir des survies qui sont très prolongées, là, où on peut même parler de guérison. Donc, je pense que ça dépend beaucoup de la maladie aussi, là. Donc, oui, c'est sûr que globalement, quand on voit les statistiques, on dit, bon, c'est moindre, on parle d'essayer de faire une allogreffe, on parle de différentes choses, mais en même temps, le but, il ne faut pas oublier, c'est quand même la guérison. Donc, la survie espérée, ça peut être plus longtemps aussi, là. OK, parfait. Et une autre question, est-ce que les symptômes de douleur musculaire articulaire et les paresthésies peuvent apparaître après plusieurs années de traitement? Est-ce que ça peut durer? Oui, ben généralement, premièrement, c'est que oui, par exemple, les paresthésies peuvent durer quand même, surtout des paresthésies qu'on dit qui sont quand même sévères, là, peuvent perdurer dans le temps. Donc, ça ne veut pas dire que le patient va s'en remettre malheureusement. Oui, il peut y avoir une amélioration. Je pense qu'en faisant de la physiothérapie, en regagnant de la masse musculaire, ça peut aider à soutenir les nerfs aussi. Mais souvent, il peut y avoir des séquelles dans le temps, effectivement. L'apparition de nouveaux symptômes, quand ça fait longtemps, généralement, non. Fait que ça va être soit quelque chose qui va être déjà là, mais quelque chose qui va apparaître après longtemps. Là, après, bon, en médecine, on peut jamais dire jamais, hein, mais oui, ça peut arriver. C'est plus rare. OK, parfait. Et finalement, on a des gens qui nous disent qui vous remercient, qui nous disent comment que la présentation était très claire. Sinon, attendez. Est-ce que la mutation du chromosome 21 mène à un mauvais pronostic? Oui. J'imagine qu'il veut dire juste la chromosome 21 ou 21, c'est ce qui est mentionné, chromosome 21. Ouais, oui, effectivement, là, est-ce que c'est ce qu'ils veulent dire la trisomie 21? Ça, je ne sais pas. Mutation du chromosome 21, c'est peut-être peut-être un mauvais chromosome. Ah, oui, elle dit oui. La personne dit oui. Exactement. Ouais.
Oui, effectivement. Fait en fait, c'est pas nécessairement un mauvais pronostic, mais on sait que ça augmente le risque de développer des LLA. Après, pour le pronostic, c'est pas un classique qu'on voit chez l'adulte. Par contre, chez les enfants, ça peut être un petit. Je pense que là, les enfants, ils vont tomber dans ce qu'on appelle, donc ça sera plus nécessairement le risque favorable, mais plus le risque intermédiaire ou au risque, ils vont être traités en conséquence. Ceci dit, un enfant, ça reste quand même là, de bons pronostics aussi. Là. Mais ça, il faut vraiment. J'ai pas la réponse exacte pour ça, par exemple. Pas de problème. J'ai une autre question. Quelle est votre attitude par rapport à l'intensification des ponctions lombaires chez un patient avec SNC+? Est-ce que vous avez tendance à vous en remettre à des ponctions lombaires de routine une fois SNC négatif ou en flux, ou poursuivre avec protocole intensif de chimio intratécale? C'est très Oui, c'est très comme précis. question, là. Effectivement, ben ça dépend, puis à ce moment-là, je vais suivre le protocole. Donc, comme je vous disais, chaque protocole est très complexe, là. Donc, la première chose et la première étape, comme vous l'avez dit, c'est de négativer le système nerveux central. Puis une fois que le système nerveux central est négatif, ben là, à ce moment-là, il faut suivre le protocole. Tous les protocoles qui ont été faits ont souvent prévu, là, dans le fond, là, des bras où il y a les patients qui ont une atteinte du système nerveux central. Donc, après ça, on suit selon les recommandations, là. OK, parfait. Finalement, j'ai une dernière question. Est-ce que le type de diète a été étudié en regard des atteintes LLA chez les jeunes, par exemple, véganisme, d'autres diètes? Non. Non. Puis en fait, je sais pas si c'est comme cause de la LLA ou si c'est comme pour aider au niveau du traitement, Peut-être, là. oui. Quand c'est pour aider au niveau du traitement, ce que je dis en fait, c'est que c'est souvent pas le temps de commencer à faire des diètes. Ce qu'on ne veut pas, c'est une perte de poids pendant le traitement parce que ça peut être indicatif que les calories sont pas suffisantes et que le corps a besoin de suffisamment d'énergie pour combattre cette maladie-là puis être capable Oui. de subvenir à la chimiothérapie. Donc, ce qu'il faut, c'est de suivre une diète la plus équilibrée possible, mais je n'encourage pas de faire là, des diètes particulières non plus, certainement pas pendant les traitements de chimiothérapie, là. Puis on Bon, n'a ben, pas de preuve qu'une diète ou une autre va aider là, au traitement, là. OK, parfait. Bien, je vous remercie je remercie les participants pour les excellentes questions et merci, Dr. Dilet, pour avoir pris le temps d'y répondre. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Donc, avant de vous quitter, je prends quelques minutes pour vous inviter aux prochaines conférences. Tantôt, j'ai commencé à vous le dire, mais je vais terminer maintenant. Donc, toujours dans le cadre de la Conférence nationale sur la leucémie, nous présenterons des conférences sur la LMC et la LLC. Donc, cet après-midi, il y a la conférence Comprendre et prendre en charge la leucémie myélite chronique à 13h. Demain, il y a le 24 novembre à 9h, donc jeudi, Comprendre et prendre en charge la leucémie lymphoïde chronique. Et en après-midi, la gestion des effets secondaires des traitements contre le cancer du sang et ainsi qu'un panel. Donc, ne manquez pas ça, ça va être très intéressant. Visitez le cancerdu-sang.ca pour réserver votre place. Prochaine diapo. Donc, cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb et Janssen. Prochaine diapo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est très sympathiques. Donc, par courriel à info@cancerduSang.ca ou en composant le 1-833-222-4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Veuillez prendre un moment pour y répondre. Ça nous aide à planifier les événements futurs. Donc, je vous remercie grandement pour votre participation. Merci, Dr. Desilets. Et je vous dis de bien prendre soin de vous et à une prochaine. Merci beaucoup à tous et merci de l'invitation, hein. Ça fait plaisir.